Imaginez la scène, Rome en 897, dans la basilique de Saint-Jean de Latran, la plus vieille église de la ville, un tribunal qui se réunit. Jusque-là, c'est ok. Le pape Étienne VI préside l'audience, entouré de cardinaux, d'évêques et de moines. Devant eux, assis sur un trône, un cadavre. La décadence est en marche. Alors, l'ambiance, elle est posée. Non, je le dis. On l'a exhumé, habillé de ses vêtements pontificaux, et on s'apprête à le juger pour crime contre l'église. Le procès est absurde, mais il a bien eu lieu. C'est l'un des épisodes les plus étranges, les plus dérangeants et les plus farfelus que j'ai pu voir sur le christianisme, car derrière cette folie d'un tribunal cadavérique, il y a vraiment une logique politique et stratégique pour annuler les décisions d'un pape qui dérangeait un petit peu le nouveau au siège. Et cette histoire, on va la décortiquer ensemble. Pour comprendre comment on en est arrivé à juger un mort, parce que vraiment faut le faire, il faut replacer un petit peu l'histoire dans son contexte. À la fin du 9e siècle, l'Europe sort lentement de l'époque de Charlemagne. L'Empire carolingien, qui avait unifié une bonne partie des territoires d'Europe, est en train littéralement de s'effondrer. Voilà, ça tombe. En Italie, le pouvoir il est morcelé, c'est-à-dire que plusieurs familles, nobles ou ecclésiastiques, tentent de prendre le pouvoir au sein de la papauté. À cette époque, être pape, c'est pas seulement diriger l'église, c'est aussi diriger un territoire et avoir une influence énorme et colossale sur les rois et empereurs d'Europe. Les papes se succèdent à un rythme effréné, mais laisse tomber, il y en a plein partout là. Certains ne règnent que quelques mois, certains sont emprisonnés, voire même assassinés. Énorme! Non mais voilà, c'est good vibes en Italie en ce moment, c'est vraiment top. Période géniale pour être pape, franchement je vous le conseille. L'autorité spirituelle, elle est fragilisée et Rome devient littéralement un échiquier politique. Et c'est dans ce contexte-là que Formose fait son apparition. Formose, c'est pas un inconnu du clergé romain, c'est un homme qui est considéré comme assez cultivé, intelligent, respecté. Formose, lui, s'impose rapidement comme quelqu'un d'assez influent. Il est envoyé en mission diplomatique un petit peu partout en Europe. Son ambition lui attire énormément d'ennemis. En 876, il est excommunié par le pape Jean VIII, qui le considère comme un gros traître de l'église. Il l'accuse de trahison et aussi d'avoir tenté de voler le trône pontifical. Quelques années plus tard, les tensions se calment, il est réhabilité et il devient lui-même pape. Au final, tant mieux. Le souci, c'est que son pontificat, il est marqué par une Europe qui est divisée. D'un côté, on a les Carolingiens, qui sont les héritiers de Charlemagne et qui tentent tant bien que mal de rétablir son influence. De l'autre, la famille des Spolètes, une dynastie italienne qui se veut imposer une loi locale sur Rome. Formose, lui, il choisit son camp, il est fidèle aux Carolingiens. En 896, Formose meurt. Ah ouais, d'accord! Ah d'accord, Non mais voilà, je vous ai dit, aujourd'hui c'est violent, pas de question, c'est comme ça. Et on a un nouveau pape, puisque ça ne s'arrête jamais apparemment, Étienne VI. Lui, il est soutenu par les Spolètes, pas de bol, eux ils détestent Formose. Étienne aussi, il déteste Formose, il déteste tout ce que représente Formose. Pour lui, ce pape défunt incarne vraiment l'ingérence étrangère, la trahison et l'humiliation de l'église. Alors, ils veulent le faire condamner. Et alors comment? Parce que, je le rappelle, il est mort. Pas de souci. En 897, il ordonne d'exhumer le corps et de le poser sur son trône. Je sais pas comment vous faites. Ma parole, des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice, hein. Le corps, déjà en décomposition, est revêtu de ses habits pontificaux. Seuls les habits de pape. Il est placé sur un trône dans la basilique de Saint-Jean. Le concile s'ouvre, les évêques sont là, les cardinaux, même les moines, tout le monde est là, tous convoqués pour assister au procès. Un procès d'ailleurs qui est surréaliste, disons-le. Étienne VI, lui, siège en juge, il est furieux. Il fait venir un diacre qui est là pour parler à la place du défunt, forcément, parce qu'il est mort, qu'il peut pas se défendre. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Et le diacre, lui, doit répondre comme si le pape devait se défendre. Complètement débile d'ailleurs, c'est une dinguerie. Étienne accuse son prédécesseur alors de trahison envers l'église, d'avoir violé ses lois, de convoiter le trône pontifical et d'avoir trahi Rome. Ça fait beaucoup d'accusations quand même, je pense pas qu'il va s'en sortir comme ça. Le verdict tombe, il est coupable. C'est sûr, il pouvait pas se défendre. Et là on va arriver à un moment un petit peu dégueulasse, donc si vous êtes un petit peu sensible, je vous conseille de passer ce moment. Ok, Étienne VI ordonne alors de lui arracher ses vêtements et de lui couper les 3 doigts qui lui servaient de bénédiction. Enfin, c'est plutôt pour tout ce qui est génital. Ça vous ennuie si je vomis? Et ensuite, on jette son corps dans le Tibre. Alors au niveau hygiène, je dis pas, franchement jeter un corps en décomposition dans l'eau, c'est pas vraiment le meilleur truc à faire. Et quelques jours plus tard, des moines récupèrent discrètement le défunt pour l'enterrer. Et il marquera durablement la civilisation et la ville entière. Cet épisode qu'on appellera plus tard le concile cadavérique, il marque les esprits. Et même pour une période où ils sont habitués à voir des choses comme ça, c'est-à-dire des condamnations à mort et jetés dans le Tibre, là, c'est assez marquant, c'est terrorisant et c'est même d'ailleurs considéré comme un blasphème. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait un tel procès? On pourrait croire à un geste de folie, mais derrière il y avait une réelle stratégie politique. Si le pontificat de Formose a été déclaré illégitime, alors tout ce que Formose a pu faire pendant son pontificat est annulé et n'a jamais existé. Étienne alors efface symboliquement toute trace de son prédécesseur pour enfin reprendre le pouvoir, pleinement le pouvoir. En fait c'est une manière de réécrire l'histoire et c'est aussi une manière pour Étienne de menacer et d'intimider ceux qui étaient fidèles à la dynastie de Charlemagne. En fait ce procès n'est donc pas
pas un acte religieux absurde, mais vraiment un acte politique extrêmement réfléchi. Évidemment, vous vous doutez, il y a des conséquences à ce qui s'est passé, et c'est pas les meilleures. Le scandale du concile, il résonne dans toute la ville. Et franchement, à Rome, la population, elle est outrée. Beaucoup voient dans ce procès de la profanation et même un blasphème. Quelques mois plus tard, la colère, elle explose, et Gensis est reversé, emprisonné, et il est retrouvé mort, probablement étranglé. Les papes suivants annulent le concile et réhabilitent Formose. On repêche son corps qu'on enterre avec honneur et dignité dans la basilique Saint-Pierre. Mais là, les dégâts sont faits. Pendant plusieurs années, la papauté reste instable, et il faudra attendre des décennies pour que l'église retrouve une forme d'équilibre. Le concile cadavérique est resté pendant très longtemps le symbole du chaos papal au 9e siècle. Et il montre à quel point le monde spirituel et le monde politique étaient très flous à l'époque. Ce procès d'un pape mort, c'est peut-être l'un des meilleurs exemples qui nous montre quand la foi se perd dans la politique. Et si cette histoire continue de nous intriguer aujourd'hui, c'est pour nous poser une de ces questions: jusqu'à où l'homme est capable d'aller pour arriver au pouvoir. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir, c'est ma première vidéo donc elle n'est pas parfaite, effectivement. J'espère énormément vous revoir pour les prochaines vidéos, je vous fais des bisous, je vous embrasse, passez une très bonne journée et une très bonne soirée, je vous fais des bisous, ciao ciao.